Alors, il n'y a pas besoin d'être grand clerc pour faire une évaluation. Je pense que depuis l'été 2023, on se rend compte que c'est une offensive qui est un peu mornée. Elle n'a jamais réussi à percer le système de défense russe. Et de leur côté, les Russes ont exprimé déjà en octobre 2022 qu'ils n'avaient aucune intention d'avancer. D'ailleurs, c'est quelque chose que j'avais écrit dans mes livres. Je ne pense pas que les Russes aient eu l'intention d'avancer au-delà de la barrière des langues. Et par conséquent, parce qu'eux avaient peur de toute façon d'avoir, j'imagine, de devoir s'engager dans une sorte de contre-insurrection, si vous voulez, s'ils entraient au-delà de la barrière des langues. Donc ils sont restés dans leur zone, j'allais dire presque de confort, qui est la zone russophone de l'Ukraine. Et à partir d'octobre 2022, ils ont clairement annoncé la couleur. Ils ont dit, à partir de maintenant, nous n'avancerons plus. Notre objectif est de détruire, ils ont employé le terme moudre, nous allons moudre l'armée ukrainienne. Et en réalité, ça correspond à un des deux objectifs qu'avait formulé Vladimir Poutine le 24 février 2022, où il avait, au moment du déclenchement de l'opération militaire spéciale, comme les Russes l'appellent, il avait évoqué deux objectifs. Un était la dénazification, l'autre était la démilitarisation. Deux termes qu'il a repris de la déclaration de Potsdam de 1945 qui, en fait, prévoyait la politique à adopter à l'issue de la guerre contre l'Allemagne. Et l'objectif de dénazification a été atteint fin mars 2022 après l'encerclement de Mariupol. Et la démilitarisation de l'Ukraine, ou de l'armée ukrainienne plus exactement, car il s'agissait de démilitariser la menace sur les populations du Donbass, elle s'est faite en fait en plusieurs temps. Euh, En premier temps a été mai-juin 2022. À partir de ce moment-là, les Ukrainiens n'ont pratiquement plus l'armée qu'ils avaient en février. Et à partir de ce moment-là, les politiques ukrainiens disent à partir de maintenant, nous dépendons de l'Occident pour faire la guerre. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, leur armée n'existe plus et ils doivent recevoir un approvisionnement de leurs alliés occidentaux. Et donc cette première armée ukrainienne, si vous voulez, a été détruite fin mai, début juin 2022. Ensuite est venue une deuxième armée, littéralement, puisque l'armée ukrainienne a été réapprovisionnée en chars, en avions, en munitions, en artillerie, en munitions d'artillerie, etc., avec les restants de ce qu'avaient les ex-pays de l'Est comme armement de l'époque soviétique. Et cet équipement a duré jusqu'à la fin 2022. Et là, pratiquement, ce matériel a été détruit par les Russes de nouveau. Donc, c'est la deuxième démilitarisation, si vous voulez, que l'armée ukrainienne a subie. Et puis, à partir de janvier 2023, enfin décembre 2022, janvier 2023, les Ukrainiens demandent des armements plus modernes aux Occidentaux. Et c'est ce que font les Occidentaux jusqu'en l'été, c'est-à-dire fournir des chars Léopard 2, des chars Abrams, enfin toutes sortes tous les chars qu'ils avaient dans leur inventaire et qu'ils avaient d'ailleurs en surplus, et y compris les matériels d'artillerie, les Césars, les HIMARS, etc. Et puis, à partir de l'été 2022, eh bien, ce matériel ne suffit plus. À partir du début de la contre-offensive de juin 2023, pardon, ce matériel ne suffit plus. Il a été détruit. Et là, les Occidentaux sont un peu pris, j'allais dire, au piège pratiquement, parce qu'ils avaient prévu que l'aide qu'ils allaient fournir à l'Ukraine allait permettre de conduire à la victoire, parce que l'idée était, avec une offensive en direction de la mer d'Azov,
couper le dispositif russe en deux, avec d'un côté la partie orientale, Mariupol et le territoire russe, et puis sur la partie occidentale, l'Ukraine et la partie qui jouxte Zaporojie et Kherson. Euh, mais cette percée n'a jamais pu se faire. Les Ukrainiens n'ont jamais pu diviser, enfin couper en deux le dispositif russe, et par conséquent, leur armée se détruit au fur et à mesure. Et alors, actuellement, on est dans une situation où les Ukrainiens n'ont plus d'armes, n'ont plus de munitions, et surtout, plus gravement, ils n'ont plus d'hommes. Et là, on a nos médias pratiquement ont minimisé ce que j'avais déjà averti, ce que j'avais déjà annoncé dans mes livres déjà à la fin de l'année passée, c'est-à-dire que les Ukrainiens perdaient beaucoup plus d'hommes que ne le rapportaient nos médias, ce qui fait qu'on est parti sur une image très optimiste de la contre-offensive, mais en réalité, l'Ukraine, déjà pour faire sa contre-offensive, avait déjà dû commencer à racler les fonds de tiroir pour avoir suffisamment d'hommes pour alimenter leur contre-offensive. Or, ça n'est pas arrivé, ils n'ont pas assez d'hommes et aujourd'hui, ils manquent de tout et ils ne parviennent plus à alimenter non plus une contre-offensive parce que là, je crois qu'aujourd'hui, tout le monde a bien compris que les Ukrainiens n'ont plus une capacité offensive du tout. Mais maintenant, ce qui se passe, c'est qu'ils n'ont même plus de capacité défensive. Et on voit que depuis la fin août, je dirais, le mois d'août de cette année, eh bien, ce sont les Russes qui sont à la manœuvre, ce sont les Russes qui ont l'initiative. Les Russes n'ont pas l'intention d'avancer beaucoup dans le territoire ukrainien parce que, comme je l'ai dit, ils n'ont pas envie de se confronter à une population qui leur sera sans doute beaucoup plus hostile que celle de l'Est et du Sud du pays, qui était globalement, d'abord qui est russophone, qui est de culture russe, qui est historiquement qui a une histoire avec la Russie qui est très forte et qui, depuis 2014, avait subi les exactions de Kiev, parce que ça, c'est un élément qu'on ne doit pas oublier dans cette équation. Nos médias ont toujours essayé de faire croire que l'Ukraine était un pays unique avec une seule nation, qui tout le monde se tenait la main. En réalité, ça n'est pas tout à fait le cas. En 2014, avec l'abolition de la loi sur les langues officielles juste après le coup de Maïdan, eh bien, on a vu une scission entre le sud et le nord du pays, enfin le sud, entre le sud-est et le nord-ouest. Le nord-ouest étant de culture, j'allais dire ukrainienne, mais c'est un mélange de culture magyare, polonaise, un peu ukrainienne. Alors que dans le sud-est, c'est une culture qui est essentiellement russophone et russe, ethniquement russe. Et on a déjà, en 2014, on avait déjà eu cette scission. Le gouvernement de Kiev a réussi à maintenir l'ordre de manière très brutale. Et cette brutalité a maintenu un semblant d'équilibre, mais a aliéné les populations du sud du pays de Kiev. Et donc, aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, la Russie se trouve un peu dans sa zone, une zone amie en quelque sorte. D'ailleurs, on voit très bien qu'il y a très peu d'actions de résistance et les seules actions qu'il y a sont des agents du SBU, donc des services spéciaux ukrainiens qui font des coups de main et des actions de sabotage. Mais sinon, on n'a pas de mouvement de résistance à proprement parler dans ces régions-là. Donc, les Russes sont très bien dans cette zone et ils n'ont pas vraiment l'intention d'avancer. Néanmoins, dans leur démarche de détruire les capacités militaires ukrainiennes, eh bien, ils grignotent le terrain et c'est ce qu'on voit actuellement dans la région d'Avdiivka, Kupiansk et toujours dans la région de Bakhmut d'ailleurs. Donc voilà un petit peu le paysage qu'il y a actuellement en Ukraine. À ceci s'ajoutent des problèmes internes à l'Ukraine parce que depuis le début de cette année, avec la bataille de Bakhmut, il y a eu une sorte de scission, ou en tout cas des tensions, entre le commandement militaire et Zelensky.
l'armée ou la guerre en Ukraine, du point de vue ukrainien, elle était conduite par la politique, complètement par la politique. Et j'arrive presque à dire, elle était guidée par la communication, presque. C'est la communication du bureau de Zelensky qui a dirigé les opérations. Et elle est entrée en collision, si vous voulez, avec la décision ou les intentions des militaires ukrainiens, qui sont représentés notamment actuellement par le général Zaloujny. Et déjà avec la bataille de Bakhmout, qui, comme vous le savez, était très meurtrière pour les Ukrainiens, le général Zaloujny avait déjà exprimé des doutes sur la stratégie qu'il voulait appliquer à Bakhmout et avait préconisé très tôt, ce que j'ai écrit dans mon livre l'année passée, mais c'était bien ce que Zaloujny voulait aussi, c'est-à-dire il y avait l'idée comment, de retirer les forces de Bakhmout, les dégager en quelque sorte, de façon à ne pas sacrifier toutes ces troupes et garder une capacité opérative, si vous voulez. Zelensky n'en a pas voulu pour des questions de prestige et des questions j'allais dire, de communication, pourrait-on presque dire. Je pense qu'il a voulu voir à Bakhmout une bataille un peu sacrificielle. Et du coup, eh bien, les Ukrainiens ont perdu des ressources précieuses qui leur seraient très utiles maintenant et qu'ils n'ont plus. Et donc aujourd'hui, on voit au sein de la conduite ukrainienne, à la fois politique et militaire, on voit des tensions, on parle d'arrestation de Zaloujny ou de limogeage de Zaloujny. On a vu que l'aide de camp ou le second de Zaloujny a été l'objet d'un attentat à la bombe. Bref, on voit qu'il y a une certaine instabilité qui se dégage actuellement en Ukraine. Les sondages qui ont été faits en Ukraine ont montré que la popularité de Zelensky est en chute libre et donc il n'est plus soutenu par sa population. Et les tensions entre les militaires et les politiques semblent s'accentuer de jour en jour. Donc voilà un petit peu le paysage en ce début novembre 2023. Alors les États-Unis, en fait, avaient dans l'idée que cette guerre devait se passer. Et on le sait parce que il y a un rapport qui a été écrit par la Rand Corporation, qui est un think tank du Pentagone, qui a été écrit en avril 2019 et qui décrit sur 300 pages, par le détail, tout ce qu'on a vu se dérouler entre la fin décembre, enfin décembre 2021 et février 2022. Et on retrouve à peu près tous les éléments, y compris ce qu'on a retrouvé, par exemple, la tension entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, les tensions en Asie centrale. Ce document contient à peu près tous les éléments de politique étrangère qu'on a vus ces 2 dernières années. Donc, il y a clairement une manœuvre américaine derrière ce conflit qui avait pour objectif d'affaiblir la Russie. Alors, pourquoi affaiblir la Russie? En réalité, il y a de nombreuses théories là-dessus. Je me base sur ce qu'avaient écrit les commentateurs politiques américains avant la guerre de 2022 ou l'intervention russe de 2022. Et il y avait déjà l'expression de l'idée d'affaiblir la Russie, pas seulement pour le simple plaisir d'affaiblir la Russie, mais aussi pour éviter qu'elle puisse devenir un allié robuste pour la Chine. Les Américains ont toujours comme objectif central de leur politique étrangère l'affaiblissement de la Chine, qu'ils voient comme leur principal challenger, à la fois sur le plan économique, sur le plan de l'influence aussi, et surtout probablement sur l'influence dans la zone Pacifique. Le Pacifique a toujours été le précaré des États-Unis, bien plus que l'Atlantique d'ailleurs.
Et c'est la raison pour laquelle les Américains ont une fixation sur la Chine. Et on a naturellement toutes ces rumeurs de tension entre Taïwan et la Chine, enfin, qui sortent un peu du cadre de notre discussion, mais qui sont en arrière-plan. Et pour éviter que la Chine puisse s'adosser à un adversaire robuste, l'idée était d'affaiblir la Russie. Et l'affaiblir de plusieurs moyens, de manière, d'abord l'affaiblir sur le plan de la politique étrangère et économique, c'est-à-dire faire qu'elle ne représente plus rien sur la scène internationale. Et puis, deuxièmement, un affaiblissement aussi structurel, puisqu'il y avait cette idée et il y a toujours cette idée d'ailleurs, de démembrer la Russie, ou pour prendre la terminologie exacte du département d'État américain, pour décoloniser la Russie. C'est-à-dire que vous savez que la Russie est une fédération, que cette fédération est composée d'entités politiques qui elles-mêmes représentent des entités souvent ethniques différentes. Et l'idée, c'était de fragmenter la Russie en une multitude d'entités ethniques et d'en faire une sorte enfin oui, de la faire éclater en quelque sorte. Et les modèles qui existent sont entre 18 et 35 pays qui seraient faits à partir de la Russie. Et ça n'est pas simplement une vue de l'esprit. Il y a eu l'année passée, donc en 2022 et 2023, il y a eu 5 conférences internationales patronnées par les États-Unis qui ont été organisées pour organiser précisément et structurer la subversion, pourrait-on dire, en Russie et ainsi la fragmenter. Donc il y a vraiment l'idée de faire disparaître la Russie à terme, de façon à ce que la Chine soit totalement isolée sur l'échiquier mondial. Voilà, ça, c'était le plan en quelque sorte. Et on sait par ailleurs, puisqu'on a une interview de Alexei Arestovitch, qui était principal conseiller de Volodymyr Zelensky et qui risque d'ailleurs d'être son prochain challenger s'il y a un changement de gouvernement en Ukraine. Alexei Arestovitch avait dit en mars 2019, c'est-à-dire un mois avant les élections qui ont porté Zelensky au pouvoir, il avait dit que l'objectif de l'Ukraine était d'entrer dans l'OTAN, mais que, étant dans une situation tendue avec la Russie et pratiquement en état de guerre, on est en 2019, je le rappelle, étant en état de guerre avec la Russie, il fallait pratiquement avoir une confrontation avec la Russie, de sorte que la Russie puisse être vaincue, qu'on puisse lui appliquer toutes les sanctions nécessaires et qu'elle soit définitivement vaincue et qu'elle ne soit plus présente sur la scène internationale. Et à ce moment-là, les alliés, les membres de l'Alliance Atlantique, auraient donné leur accord à l'entrée de l'Ukraine dans l'Alliance Atlantique. C'est un projet un peu fou, mais là aussi, dans cette interview que Arestovitch donne à la chaîne de télévision Apostrophe en Ukraine, c'est une interview d'environ un quart d'heure, en tout cas les morceaux que j'ai vus, et dans cette interview, il décrit avec une grande précision la manière dont l'Ukraine devra entrer en guerre avec la Russie à la fin 2021, début 2022. Donc 2 ans avant le début de l'offensive russe, on savait déjà qu'on allait entrer en guerre et donc il fallait avoir une provocation. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, Volodymyr Zelensky, le 24 mars 2021, a publié son décret pour la reprise de la Crimée et du sud du pays, qui a déclenché la préparation de l'armée ukrainienne en vue d'une offensive contre le Donbass. Et c'est la détection de cette offensive qui a, de son côté, déclenché la décision des Russes d'intervenir dans le Donbass pour protéger les populations du Donbass. Donc on voit très bien que cette guerre est bien le résultat d'un calcul assez fouillé,
qui malheureusement se base sur des appréciations fausses de la Russie. On a évalué la Russie comme beaucoup plus faible qu'elle ne l'était en réalité. Et par conséquent, l'effet des sanctions que l'on voyait, comme d'ailleurs l'avait dit Bruno Le Maire sur Europe numéro 1, il avait dit que la Russie s'effondrerait et que la population souffrirait. Eh bien, rien de cela s'est passé parce que l'économie russe était beaucoup plus robuste, beaucoup plus résiliente que ce que les Occidentaux avaient prévu. Son armée était beaucoup plus efficace que ce qu'on a bien voulu raconter sur nos médias. En fait, on a fait un petit peu la méthode Coué sur nos grands médias pour se persuader que la Russie était faible. Or, elle n'était pas faible, elle a résisté et par conséquent, une guerre qui aurait dû durer que quelques jours, finalement, s'est étendue jusqu'à 20 mois maintenant et peut-être environ 2 ans, qui sait. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est qu'on a très mal estimé les risques de cette aventure. Alors, ce qui est intéressant, c'est que j'ai cité tout à l'heure le rapport de la Rand Corporation, mais dans le rapport de la Rand Corporation, qui proposait la stratégie pour affaiblir la Russie, à la fin de ce rapport, les auteurs du rapport écrivent: nous vous présentons cette stratégie, mais nous vous recommandons de ne pas l'appliquer parce que la Russie est certainement beaucoup plus forte que ce qu'on imagine, qu'elle a une économie qui va résister bien mieux que ce qu'on imagine, et que le seul effet d'appliquer cette stratégie va être d'affaiblir l'Ukraine, de lui faire subir des pertes importantes et lui faire subir des pertes territoriales importantes. Donc on savait en 2019 que l'application de cette stratégie allait provoquer la chute de l'Ukraine, allait provoquer, en fait, on savait qu'on allait sacrifier l'Ukraine en 2 mois. Et donc, il y a quelque chose d'extrêmement pervers dans la manière dont les autres... Parce que tous ces documents sont ouverts, hein, il n'y a pas de documents qui sont confidentiels dans ce que j'ai cité, ils étaient parfaitement accessibles, on pouvait donc les consulter, et ils ont été consultés sans aucun doute par toutes les chancelleries occidentales. Par conséquent, on s'est engagé dans une guerre, on a même provoqué une guerre avec l'idée, enfin, avec la fausse idée qu'on allait gagner rapidement. Je pense que les Russes, eux, ont fait une évaluation de la situation beaucoup plus avisée. Ils se sont aperçus qu'on a voulu les attirer dans une sorte de piège, mais ils se sont préparés à ce piège et finalement, tel est prix qu'ils croyaient prendre en quelque sorte. Je pense qu'on peut étendre le raisonnement à l'ensemble de l'Europe, y compris, donc pas seulement l'Union européenne, mais disons l'Europe en tant que continent, si vous voulez, ou partie de continent. Euh, il y a je pense qu'on n'a que des résultats négatifs à cette affaire. La première, c'est que l'Europe, en tant qu'Union européenne, cette fois-ci, c'est-à-dire comme entité multilatérale, a montré sa faiblesse diplomatique. C'est-à-dire que durant toute la crise, la diplomatie européenne a été inexistante. Et l'idée que l'Union européenne, cette idée qu'elle a de rapprocher les peuples, qui est finalement son idée maîtresse, eh bien, elle a totalement échoué dans ce domaine-là, elle a été totalement absente. Mais on peut étendre ce raisonnement aux autres diplomaties occidentales parce que finalement, on a vu que pendant toute cette période de 20 mois qui nous sépare du début de l'opération, pratiquement, la diplomatie occidentale elle a essayé, son seul effort, si vous voulez, a été d'essayer d'empêcher que les pays du reste du monde, comme on le dit, s'éloignent davantage de l'Europe. Parce que le reste du monde, lui, a très bien compris que cette guerre avait en réalité il y avait un mauvais esprit derrière et qu'on avait certainement poussé la Russie à intervenir, que la situation des populations du Donbass était une situation qui était une situation malheureuse, qui était prise finalement
en sandwich entre la Russie qui a des liens culturels, ethniques, émotionnels et historiques importants avec eux, et puis un gouvernement de Kiev qui ne prêtait pas beaucoup d'attention. Donc, le premier échec, c'est celui de la diplomatie. Le deuxième échec est évidemment économique. Parce qu'on a essayé, dès le début de la crise, de faire croire que l'Europe dépendait de la Russie. Or, en fait, l'Europe ne dépend pas de la Russie. L'Europe dépend de sources d'énergie à bon marché. C'est comme ça qu'il fallait voir le problème. Et l'URSS, puis la Russie, nous ont fourni de l'énergie à bon marché depuis la fin des années 60, sans jamais faillir à leur promesse de fournir de l'énergie, quelles qu'aient été les situations, la situation politique et les tensions qu'il y a eu même durant la guerre froide. Par conséquent, je pense qu'on peut dire, en toute honnêteté, que les Russes ont été, depuis qu'ils nous fournissent de l'énergie, des partenaires fiables au point de vue économique. Il y a eu des différends politiques, il y a eu des moments très tendus. Hein. Je vous rappelle, par exemple, lorsqu'un avion de la chasse russe, enfin soviétique à l'époque, a abattu le Boeing 747 de la Korean Airlines au-dessus de la presqu'île de Sakhalin en 83. C'est des moments extrêmement tendus entre l'Est et l'Ouest, et pourtant, à aucun moment, les Russes ou les Soviétiques n'ont interrompu leur livraison de gaz. Donc on a une stabilité de la relation économique entre l'URSS, puis la Russie et l'Europe, qui est assez remarquable. Et la raison pour laquelle tout d'un coup, en 2017, d'ailleurs sur les recommandations de Donald Trump, ce qui est quand même assez ironique, sur les recommandations de Donald Trump, nous avons tout d'un coup imaginé que c'était un pays qui cherchait à exploiter notre dépendance. Ça n'a jamais été le cas dans l'histoire et on ne voyait pas pourquoi tout d'un coup, en 2017, ça devait commencer. Et ça, évidemment, ça a eu des répercussions sur l'affaire du gazoduc Nord Stream 1 et puis Nord Stream 2. Et puis les sabotages d'ailleurs qui ont suivi. Donc, on s'est créé un adversaire, en fait, qu'on n'avait pas du tout besoin d'avoir. Et ça, je pense que tous les pays du monde s'en sont aperçus, sauf en Europe, où on s'est convaincu nous-mêmes d'un narratif. Mais le problème de ce narratif, ce n'est pas seulement la question politique, mais c'est aussi qu'on s'est privé d'une source d'énergie pour lesquelles nous avions toutes les infrastructures, elles étaient là, elles étaient rentables, elles étaient amorties, et maintenant, on est obligé de recourir à des sources d'énergie qui sont beaucoup plus coûteuses en substance, de manière inhérente, beaucoup plus chères parce qu'elles sont plus difficiles à extraire, mais aussi plus difficiles à transporter. Et il faut créer des infrastructures pour les accueillir, pour les faire circuler dans l'Union européenne. Enfin bref. Donc on a une énergie qui est beaucoup plus chère et on commence déjà à en voir les effets. Enfin, ça fait déjà maintenant quelques mois qu'on en voit les effets notamment en Allemagne et dans l'Europe de l'Est, qui est aujourd'hui littéralement suffoquée par le manque d'énergie. Donc on s'est tiré une balle dans le pied. Et on s'est tiré une balle dans le pied à plusieurs titres, parce que avec les sanctions sur l'énergie, on a appliqué les sanctions aussi sur les transactions financières et sur les avoirs financiers, les avoirs souverains de la Russie. Et là, on a lancé un mauvais signal au reste du monde, parce qu'on leur a montré que nous n'étions plus des partenaires fiables, qu'à n'importe quel moment, avec n'importe qui, même avec des gens avec qui on n'avait jamais eu de problème auparavant, on était capable de changer de politique du tout au tout, qu'on était capable d'appliquer des sanctions les plus dures à un adversaire dans le but de le faire couler, y compris de pratiquer ce qu'on peut appeler littéralement du vol d'ailleurs, d'avoir financier, sans aucune raison et sans devoir le motiver. Et ça, je pense que là, on a touché à notre crédibilité dans le monde. Et puis, on a aussi on a perdu notre crédibilité en matière, je dirais, stratégique, parce que
nous avons colporté l'idée que nous étions du bon côté, qu'il n'y avait qu'un seul gentil, qu'il y avait donc un seul méchant, du coup, et que nous allions avoir la victoire, qu'on avait d'ailleurs déjà la victoire. Pratiquement au lendemain de l'intervention russe, tout le monde disait la Russie a déjà perdu, l'Ukraine a déjà gagné. Et on s'aperçoit à l'usage qu'on est dans un discours qui était manifestement fallacieux et qui, de manière assez perfide d'ailleurs, a surtout trompé les Ukrainiens eux-mêmes, parce qu'eux ont fini par croire qu'ils allaient effectivement gagner cette guerre, qu'ils allaient avoir suffisamment de soutien de la part des Occidentaux pour pouvoir entretenir cette guerre. Or, les Occidentaux ont des ressources limitées, particulièrement l'Europe, et par conséquent, aujourd'hui, d'ailleurs, on arrive au bout de ce qu'on arrive à faire. On arrive à donner de l'argent, mais on n'arrivera pas à donner des hommes et du personnel militaire à l'Ukraine. Par conséquent, on arrive au bout de ce qu'on arrive à faire pour l'Ukraine. Et l'Ukraine, aujourd'hui, se trouve un peu complètement isolée, et c'est d'autant plus marquant que avec l'explosion du conflit israélo-arabe, on réoriente des ressources qui étaient destinées à l'Ukraine vers le Moyen-Orient. Et l'Ukraine constate qu'on l'a poussée dans un conflit, lui a promis une victoire, puis en réalité, eh bien, elle est, si vous me passez l'expression, le dindon de la farce en réalité, parce que aujourd'hui, on se désintéresse de l'Ukraine et puis on s'intéresse tout d'un coup à la situation en Israël et on donne la priorité à Israël. Et donc, c'est ce qui explique d'ailleurs en grande partie les tensions que l'on constate en Ukraine, dans la conduite à la fois politique et militaire de l'Ukraine, parce que les gens se sont abandonnés. C'est d'ailleurs exactement ce que disent les militaires ukrainiens qui sont capturés. Ils disent, mais nous, on croyait qu'on allait arriver là et puis que les Russes allaient fuir quand on arrive. Or, ça n'est pas le cas. Alors évidemment, je n'ai pas de boule de cristal. Et il est difficile à ce stade de voir quelle va être l'issue du conflit. Les éléments d'inconnu sont d'abord la disponibilité des Ukrainiens à négocier. Je rappelle que Volodymyr Zelensky a émis un décret qui interdit de négocier avec la Russie tant que Vladimir Poutine est au pouvoir. Donc on est dans une situation un petit peu finalement de cul-de-sac de ce point de vue-là. D'autre part, il y a les tensions à l'intérieur de l'Ukraine qui doivent certainement à un moment donné aboutir à quelque chose et à définir une politique. Est-ce qu'on continue la guerre selon des modalités à définir ou est-ce qu'on s'engage dans des négociations? Et une partie des réponses à ces questions se trouvera dans l'hypothèse que les élections et qui devraient se tenir l'année prochaine en Ukraine soient maintenues, ce que Zelensky se refuse à faire pour l'instant, mais que le reste de la classe politique ukrainienne voudrait bien avoir, parce qu'en réalité, j'ai l'impression que beaucoup de gens en Ukraine voudraient ne plus avoir Zelensky à leur tête. Donc là, on a déjà un élément d'inconnu. L'autre élément d'inconnu, c'est naturellement les Occidentaux. Du côté américain, on s'aperçoit que la guerre en Ukraine commence à devenir un boulet et qu'il faut trouver une solution et que parmi les solutions possibles, la négociation est probablement celle qu'il faudra envisager. Les Américains n'envisagent pour l'instant apparemment pas de négocier avec les Russes. En revanche, apparemment, ils essayent de pousser les Ukrainiens à aller vers une solution négociée. Alors, si on va vers une solution négociée, eh bien, il faut savoir selon quelle modalité. Et il est clair que, il faut savoir peut-être que l'année passée, déjà le 25 février, mais surtout de manière plus importante, à la fin mars 2022, alors que Mariupol était encerclé, Zelensky a fait une proposition à la Russie que la Russie était prête à considérer et avait vu d'ailleurs très favorablement. Cette proposition visait
à retirer toutes les forces russes du territoire ukrainien, d'avoir un statut pour les deux républiques du Donbass et la Crimée qui devait être encore à négocier. Et puis, l'Ukraine s'engageait à ne pas entrer dans l'OTAN, mais à avoir des garanties de sécurité qui étaient garanties par un certain nombre de pays européens, parmi lesquels, d'ailleurs, la Russie. Et la Russie s'était prononcée favorablement dans ce projet, qui est un projet qui était d'ailleurs signé par le chef de la délégation ukrainienne. Et puis, les Occidentaux sont intervenus, Boris Johnson en particulier, et puis ensuite les Américains, pour dire à Zelensky, tu ne continues pas avec ta proposition, tu la retires, et si tu ne la retires pas, on t'aide plus. Et donc, Zelensky, en mars 2022, a échangé la paix contre un soutien jusqu'à nécessaire des Occidentaux. Ce qui fait qu'aujourd'hui, près de 20 mois plus tard, 18 mois plus tard, les Russes vont certainement pas reprendre les mêmes conditions que les Ukrainiens avaient refusées en mars 2022. Donc, ce seront nécessairement des conditions plus rigoureuses que celles que les Ukrainiens ont refusées. Et ce sera, au vu de la maîtrise dont les Russes ont actuellement du champ de bataille, il faut supposer que ce seront probablement au terme de la Russie que vont se dicter les conditions de ces négociations. Ce qui les rend d'ailleurs extrêmement hasardeuses parce que, comme vous le savez, une négociation, ça doit satisfaire les deux parties et pas seulement une seule. Par conséquent, on va se trouver dans une situation extrêmement difficile pour l'Ukraine. Et psychologiquement aussi difficile parce que, en réalité, depuis mars 2022, l'Ukraine n'a fait que péjorer sa situation. Elle n'a pas amélioré sa situation. Donc, elle a renoncé à une paix qui aurait été très favorable, qu'elle avait proposée elle-même et que les Russes étaient prêts à accepter en mars 2022. Mais eux-mêmes ont refusé ces conditions favorables et par conséquent, ils se trouvent aujourd'hui dans une situation encore pire avec des dizaines, on pourrait même dire des centaines de milliers de morts, des gens qui ont émigré dans toute l'Europe et qui probablement ne reviendront pas, ou en tout cas une bonne partie d'entre eux ne reviendra pas parce qu'ils se sont intégrés d'ailleurs en 2 ans à nos sociétés, qu'ils ont trouvé du travail et ils ont commencé à s'implanter dans nos pays. Et puis, d'autre part, l'Ukraine reste un pays extrêmement corrompu, reste un pays qui est à reconstruire et dont les capacités à la fois industrielles et économiques sont extrêmement précaires à ce stade. Donc, les perspectives ne sont pas très heureuses pour celui qui voudrait y retourner. Par conséquent, on peut imaginer qu'une bonne partie des gens ne retourneront pas. Donc, l'Ukraine se trouve face à un certain nombre de défis et ces défis vont être, si vous voulez, accentués par les conditions dans lesquelles des négociations pourraient se faire. Maintenant, négociation, c'est une partie, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, le principal obstacle aux négociations, enfin, il y a deux obstacles aux négociations. Il y a naturellement Zelensky qui avait dit qu'il ne négocierait pas avec la Russie tant que Vladimir Poutine est au pouvoir, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que les Russes ne sont pas pressés de négocier. Ils ont actuellement, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils ont l'initiative sur à peu près la totalité de la ligne de front. Par conséquent, le temps joue en leur faveur. Et ils n'ont pas besoin aujourd'hui d'avoir des négociations. Le gouvernement russe est toujours déclaré prêt à négocier. La population russe est tout à fait favorable à des négociations. Ça, c'est depuis le début d'ailleurs de l'opération. La population russe a d'ailleurs exactement la même position que le gouvernement, c'est-à-dire nous, on est prêt à négocier, simplement, vous devez répondre à nos soucis, en quelque sorte, ou à nos préoccupations, et puis on négociera. Mais la population russe, ça suit assez fidèlement et de manière assez régulière, d'ailleurs, quand on voit les sondages, depuis le début de l'année passée.
Donc, les Russes ne sont pas pressés. Les Russes préfèrent attendre le moment qui leur est le plus favorable pour négocier. Et par conséquent, si vous voulez, actuellement, il n'y a pas, à part les Américains qui voient que, enfin les Occidentaux d'ailleurs, qui voient que lentement cette guerre devient un poids à la fois politique, économique et stratégique, alors, et qui essayent un peu de pousser discrètement les Ukrainiens à négocier, mais sinon, les deux participants, enfin les deux parties au conflit, sont pas pressés de négocier à ce stade. Si on ne négocie pas, on fait la guerre. Et en ce moment, vu les capacités de soutien qui se réduisent de plus en plus de la part de l'Occident, vu les capacités militaires qui se réduisent aussi de jour en jour du côté ukrainien, et le renforcement permanent des forces russes de l'autre côté, eh bien, on a un peu l'impression que effectivement, les Russes n'ont aucun intérêt, si vous voulez, à négocier rapidement, et que plus le temps passe, plus ils gagnent des positions, plus ils gagnent du terrain, plus ils détruisent des capacités militaires ukrainiennes, et plus leur situation s'améliore. Par conséquent, actuellement, c'est triste à dire, mais la guerre est en train de favoriser le côté russe sans aucun doute. Et c'est dommage parce que si on avait fait une évaluation beaucoup plus honnête des capacités russes et des capacités ukrainiennes d'ailleurs en mars 2022, on aurait compris qu'il aurait mieux valu arrêter les frais tout de suite et puis avoir une Ukraine qui soit encore viable, alors qu'aujourd'hui, si le conflit devait s'arrêter, on n'aurait probablement pas une Ukraine viable, ou en tout cas difficilement viable, sans un apport financier ou économique considérable de la part de l'Occident. Et la volonté d'ailleurs de l'Union européenne d'accélérer l'intégration de l'Ukraine dans ses rangs pourrait très bien lui coûter extrêmement cher. Et d'ailleurs, certains pays de l'Union européenne montrent des hésitations pour cette intégration parce qu'ils se rendent bien compte que ça ne va pas être sans un prix à payer. Et par conséquent, plus le temps passe, plus la situation se dégrade pour l'Ukraine, malheureusement. Et on est là dans une situation où je ne sais pas où ça ira, mais actuellement, je pense on observe la somme des erreurs stratégiques qui ont été faites en Occident depuis 2014 en réalité, puisque la première erreur a été de ne pas mettre en œuvre les accords de Minsk, qui auraient été finalement la solution, qui aurait donné une solution, j'allais dire, fédéraliste à l'Ukraine, qui aurait répondu aux soucis des Russes concernant la minorité russophone ou ethniquement russe de l'Ukraine, et qui aurait finalement rétabli, si vous voulez, des conditions pour que la Russie n'intervienne pas. Mais on a loupé ce coche-là. Ensuite, on a poussé l'Ukraine à faire un conflit en pensant que la Russie serait incapable de soutenir un effort de guerre. C'était faux. On a pensé que la Russie serait incapable de soutenir les sanctions et la masse et la soudaineté des sanctions qu'on allait lui appliquer. C'était faux. Et en confisquant les avoirs russes, on allait l'asphyxier. L'embargo sur les produits pétroliers et les produits gaziers, on allait l'empêcher de financer la guerre. C'était faux. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que si on voit les chiffres du Fonds monétaire international ou de la Banque mondiale, là je peux me tromper en ce moment, mais il me semble que c'est le Fonds monétaire international, que la Russie est plutôt en croissance pour cette année, et même une croissance un peu plus élevée que celle qui avait été prévue au début de l'année, alors que l'Occident tend à être en récession. Donc on a vraiment fait tout faux. Et je pense qu'aujourd'hui, nous allons payer, et surtout les Ukrainiens vont payer le prix de nos erreurs.
et des erreurs de nos dirigeants depuis une année et demie et depuis, comme je l'ai dit, depuis même 2014 en réalité. Voilà un petit peu l'image de la situation telle que je me la représente.